Et voilà, on est parti pour le live du dimanche. Salut à tous, bienvenue chez Pierre. Donc, je suis un petit café bar de jeux de société dans le nord du Japon, dans la ville de Sakata, plus précisément dans la préfecture de Yamagata. Et je collectionne les vieux jeux de société japonais et les jeux de société en général, mais notamment les vieux jeux de société japonais. Et donc sur cette chaîne, on live régulièrement plutôt en jeux de société. Et puis aujourd'hui, on va découvrir plein de vieux jeux japonais qui viennent d'une collection particulière, faite par une société japonaise qui fait beaucoup de jeux depuis longtemps. Et donc ça, c'est des jeux qui sont en rapport avec des mangas et des animés assez connus des années 80-90. On va regarder ça ce soir. Donc, il y en a une belle pile. Hop, on va baisser un peu la caméra comme ça, pile d'abord. La lumière dans les yeux. Et là, il y a vraiment une belle pile dans cette collection. On va pas tout ouvrir parce que déjà, il y en a certains qui sont encore fermés sous blister. Donc ceux-là, on les ouvrira pas du tout. Mais on va voir un peu tout ce que c'est, surtout comment ils se présentent. On a des choses qui sont assez proches dans la façon dont ils sont faits chacun. Et essayer de voir un peu deux trois un peu plus en détail qui sont sur des animés très très connus en France, notamment celui sur Cat Size et sur Captain Tsubasa, enfin, Olivier Tom et Cat Size, aussi celui sur Lupin, Edgar la Cambriole, qui est ici, et celui sur Sherlock Holmes, l'animé fait par Miyazaki, où Sherlock Holmes c'est un chien. On va regarder un peu ça tous ensemble. On va les ouvrir un par un, enfin les ouvrir un par un. On va d'abord regarder qu'est-ce que c'est comme collection, puis on va ouvrir ceux qu'on peut ouvrir. Et, euh, et voilà, voilà. Donc à chaque fois c'est plus ou moins le même format. Et voilà. Voilà. On va passer un peu en vue. Hop, stop, je vais me remettre quand même dessus. Voilà, je suis de retour. Et on va passer en vue de dessus et on va commencer à attaquer par. Donc c'est une collection de jeux. Oh, faut que je prenne mes lunettes. Si j'ai pas mes lunettes, je vais pas pouvoir regarder les. Oh là là. Hop, c'est bon, ça c'est réglé. Donc on va prendre le premier de la collection. Et le premier de la collection, il est sur un animé très 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 connu en France, qui a une série télé qui est sortie sur TF1 récemment, qui va avoir une nouvelle série télé sur Netflix bientôt, donc Cat Size. Donc Cat Size en, au Japon, alors déjà rien que ça, c'est déjà super rigolo, je trouve. Donc au Japon, en fait, c'est Katsai, et en France, on a rajouté un S après, donc ça devient Katsize. Je sais pas pourquoi on a rajouté un S en France, honnêtement. Aucune idée de pourquoi le nom a juste changé là-dessus. Mais là, on a Katsai Midnight Mystery Game, donc qui est plutôt basé sur l'animé que sur le manga en lui-même. Après le fait que ici justement ils disent que c'est basé sur l'animé, juste ici. Salut Super Abricot. Et donc voilà, on va regarder ça un peu. Mais donc on va d'abord, avant d'ouvrir commencer à attaquer vraiment l'ouvrir le truc, on va parler un peu de ce qu'il y a autour. Donc c'est des jeux qui sont faits par Epoch. Alors Epoch, c'est une société de jeux et de jouets en fait au Japon, qui a fait beaucoup beaucoup de jeux de société, qui est surtout connu pour les jeux de société et qui continue à en faire. Et c'est le gros concurrent de Bandai en jouets et jeux de société. Donc là on a le nom là, Epoch. Donc ils ont fait beaucoup beaucoup de jeux. Salut Evelyne. Vous êtes rentré de vacances ou vous êtes toujours en vacances super loin là, parce que je vois les photos sur Facebook. Vous n'avez pas l'air d'être vraiment.
par chez vous. Donc là, on a toujours au Sri Lanka. Ah, du coup, au niveau de l'heure, vous êtes plus proche de moi. Voilà, donc époque. Donc ici, c'est écrit en katakana en japonais. Donc époque Kaisha. Donc c'est le Kaisha. Salut le Ludivore. Bienvenue sur c'est Pierre. Donc bienvenue dans ce magasin dans ce café de jeux de société. Je sais pas si tu follow la chaîne, mais si tu follow pas, n'hésite pas à follow si tu es intéressé par les jeux de société. Et vu le surnom, je suppose que tu es intéressé par les jeux, oui. D'accord, tu rentres de la plage là, bah écoute, si ça te branche de voir le live, n'hésite pas à regarder. Donc on va parler beaucoup de vieux jeux. Aujourd'hui, on va parler surtout de vieux jeux qui sont faits de manga et donc de cette collection en particulier, qui est une collection alors que je connaissais depuis un moment, mais j'ai commencé à vraiment les collectionner, et à les accumuler vraiment, vraiment récemment. Bon, merci pour le follow. J'ai pas vu l'alerte de follow. Je sais pas si c'est toi Dolmore, mais merci pour le follow. Merci en tout cas pour le follow et ouais, bah, en fait, j'utilisais très peu Twitch, moi, à la base. Donc moi, je suis au Japon hein, depuis 13 ans. Ouais, alors je sais pas, il faut que je vérifie en fait mes alertes en fait sur comment ça fonctionne. Bon, bref, je suis nouveau sur Twitch, hein, donc pour l'instant, ça reste encore un peu très artisanal. Donc désolé si je loupe un peu ce genre de choses. Je vais faire des efforts. Mais donc voilà, ouais, moi je suis au Japon en fait depuis 13 ans. Et j'ai une chaîne YouTube depuis un petit moment déjà. J'ai un truc comme pas loin de 2900 abonnés à peu près sur une chaîne YouTube, mais japonaise. Donc je fais principalement des vidéos en japonais sur cette chaîne-là. Et, euh, et du coup, j'ai parlé pas mal de jeux de société là-bas, et notamment d'une de mes séries de jeux de société préférées qui est au Japon, qui sont les Party Joy, qui sont une grosse série de jeux de société faits par Bandai dans les années 80. Qui sont des petits jeux en fait que j'aime beaucoup. Et récemment, il y a un Twitcher qui est venu, en fait, quelqu'un qui fait des live Twitch, qui est venu au café. On a fait 5 heures de live ensemble. Ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis dit, pour la partie française, en fait, pour les vidéos françaises, peut-être faire une chaîne Twitch, ça serait plus interactif que sur YouTube. Et du coup, j'ai créé ma chaîne Twitch il y a un mois là maintenant. Et donc, je parle un peu de tout en jeu de société, mais notamment tous les dimanches soirs, j'essaie de faire un live, en fait, plutôt sur les jeux de société orientés Japon. Carrément la vidéo que là-bas. Non, c'est bon, bien placé. Ok. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai pas vu l'alerte, mais bon, enfin, bref. Et voilà, donc bah, on va ouvrir la boîte du Katsai pendant que je continue à parler de ce que c'est. Donc, Epoch, ils font des jeux de société depuis vraiment un bon moment maintenant, mais ils ont beaucoup de séries liées aux mangas et aux animés. Ça, c'est pas leur première, hein. C'est vraiment, ils ont des séries liées aux mangas et aux animés qui datent des années 70 déjà. J'ai une autre série faite par eux qui s'appelle les Manga Game Series, qui sont là-bas. Je vais montrer un petit coup le magasin. Voilà, dans cette grande vitrine là, j'ai plein de vieux jeux de société. Merci. Et donc Époque, ils ont fait une première série qu'on voit là. Là, il y a une première série de petits jeux. Il y a des jeux encore plus anciens qui sont liés au manga jeux de société. Mais là, on va s'intéresser à une série qui s'appelle les Comics Pan Pan. Donc, qui sont liés à un magazine en fait qui s'appelle comme ça au Japon dans les années 80-90 et qui a donné à pas mal Alors, certains des jeux qui sont ici sont donnés des séries animées très connues, notamment Cat Size. C'est vraiment des très beaux jeux. Le matériel est très joli. On a le plateau de jeu qui. Alors comme souvent en fait, les plateaux de jeu sont double face dans cette période-là. Donc on a d'un côté en fait souvent des informations sur soit l'animé, le jeu, les. Alors certains jeux proposent même deux jeux, un d'un côté et de l'autre. Mais dans cette collection en général on a des informations sur le manga ou sur l'animé d'un côté. Donc là on a les différents personnages de Katsai. Donc les policiers qui leur courent après et les trois Katsai. Donc lui, Ai et Hitomi. Et donc de l'autre côté, on a le plateau de jeu en lui-même. Et après, alors là, je suis content, celui-là, je l'avais récupéré, il était dans un vraiment bon état, le jeu. La boîte extérieure a quelques petites déchirures à certains endroits, mais les jetons étaient encore... Donc il a été utilisé quand même, hein.
mais les jetons étaient remis dans leur socle d'origine. Donc je suis content d'avoir le socle d'origine en fait des jetons. La notice qui est un peu quelques traces de jauni en fait, un peu vieilli. Mais globalement, ouais, très beau truc. Donc pour ceux qui connaissent pas Katsai, je rappelle l'histoire en fait. En gros, c'est trois sœurs qui ont un café et et dans ce café, ils viennent souvent boire un policier et elles ont une vie tranquille, mais en fait tout ça c'est une couverture. Parce qu'en réalité, elles sont des voleurs d'œuvres d'art, mais pas n'importe quelles œuvres d'art. Elles essaient de récupérer des œuvres d'art issues de la collection de leur père. Et donc elles font des vols de partout pour récupérer toutes les œuvres d'art qui viennent de la collection de leur père, qui ont été volées par d'autres personnes avant ça. Donc on a des cartes qui sont magnifiques avec le bac qui est la signature en fait, le Katsai. Et donc ça. Ouais, il y a une série live qui est récemment, je l'ai pas vue encore. Je sais pas ce qu'elle vaut. Le film live de City Hunter, enfin de Nicky Larson, qui a été fait il y a quelques années en France, c'est vraiment bien. D'ailleurs très apprécié au Japon aussi. Un peu plus proche de Nicky Larson que de City Hunter, la version japonaise. Mais ouais, non, je sais pas encore ce qu'elle vaut. Et il y a la bande-annonce d'une prochaine série. Je pense que c'est pour Netflix. Donc une série animée qui doit ressortir bientôt là de Katsai. Je pense que ça va être sur Netflix. Ça a l'air assez sympa. Le design a l'air vraiment cool. Donc là, on a des cartes qui permettent en fait de situer les lieux. Donc c'est assez difficile à lire quand on... Mais en gros, ça c'est les cartes qu'elles envoient pour dire où c'est qu'elles vont voler. Et en fait, ça nous permet de savoir, nous, sur la carte, quels endroits on doit aller. En fait, sur le plateau de jeu, on doit aller en fait voler des... Donc là, il y a le café qui est ici en bas. Mais on doit aller voler des objets dans différentes maisons, différents endroits, différents hôtels. Et en fait, les joueurs se déplacent sur la carte pour aller voler les objets, quoi. Donc on a des beaux jetons en carton pour toutes les différentes œuvres d'art. Donc les peintures, les statues, le gros diamant. Donc ça c'est les supports. Ah, c'est des supports qui sont assez standards en fait pour la période. Pareil pour le dé. C'est un dé en fait, c'est des dés qu'on a typiquement au Japon. D'accord. J'ai été enfin, à la fois j'étais content de voir que c'était fait, mais un poil déçu parce que j'avais le sentiment que l'équipe qui s'était occupée de faire le film de Nicky Larson en fait allait s'occuper d'une adaptation de Katsai. Ça aurait été vraiment cool. Mais bon, faut voir ce que ça peut donner. Je suis pas fermé quoi, donc voir ce que peut donner le live de TF1. Donc ça, c'est des dés qui sont vraiment typiques au Japon en fait. Ce genre de dés avec le 1 rouge comme ça très marqué. Donc ça, on les trouve dans plein de jeux, par exemple des jeux de Mahjong ou de plein de jeux différents. La taille aussi est assez standard. Ce qui est bien parce qu'il me manque le dé pour le jeu Captain Tsubasa, donc je sais que je peux le remplacer facilement pour le jeu Olivier Tom. Bon, on va voir ça après, le jeu Olivier Tom. Donc, bon, on va pas jouer aujourd'hui à ce jeu-là. Je vais juste montrer un peu les différents composants, les différentes cartes. On va zoomer un petit peu pour avoir les cartes un peu mieux. On va zoomer. Hop, on a zoomé. Et donc, voilà, il y a plein de cartes d'items différents, donc des moyens de locomotion, des déguisements, des gants, un grappin, une jeep, les fameux deltaplanes de Katsai. Non, je ne vais pas chanter. Je vais chanter pour aucun des animés qu'on va faire ce soir. Hein, je vais respecter les oreilles des gens qui sont ici. Et donc là, a priori, c'est les pièges qui peuvent nous gêner, qui peuvent nous... les pièges ou les choses qui peuvent gêner. Donc il y a des chiens, des caméras, ça c'est une porte qu'on doit essayer d'ouvrir. Et donc on a des genres de missions, en fait, on doit lancer le dé là. Là, on doit lancer le dé et on passe. Si on fait un 1, un 3 ou un 5. Alors, souvent, les jeux en fait de cette période-là sont souvent des jeux très proches du jeu de loi, mais il y a pas mal de designers en fait dans les grandes boîtes, que ce soit pour Bandai ou pour Epoch, qui
commencer à bosser pour faire des trucs vraiment, vraiment mieux. Et oh, oh, merci Ternac. Merci pour le beat. C'est un beat, ça, je crois. Oh, merci Ternac pour le beat. Ouh, c'est le premier de la chaîne. Wouhou! Je dois chanter pour le beat. Ok. Non, non, vraiment, vraiment, ceux qui me connaissent, ils savent que ça fait mal aux, ils savent vraiment que ça fait mal aux oreilles. Mais ouais, donc en fait, ça fait vraiment des. Donc celui-là, c'est plus proche d'un jeu de loi où on doit aller chercher dans différents endroits. Donc c'est pas juste un chemin d'un départ à une fin. On doit aller dans les différents endroits pour récupérer les œuvres d'art et réussir à les avoir tout ensemble en fait. Donc là, on n'est pas vraiment dans un jeu de loi. Il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus proches de loi et d'autres qui sont plus proches du Cluedo, comme le Sherlock Holmes par exemple, qui lui il va être plus proche d'un Cluedo, je pense. Mais ouais, la grosse base en fait de beaucoup des jeux de société dans les années 80-90 au Japon, c'est soit le Jinsei Game, donc le destin, le jeu de la vie, qui est ultra populaire au Japon. Et donc en fait, on va d'un point A à un point B et on doit faire le plus d'argent possible entre les deux. Soit le Sudoku, où pareil, c'est vraiment juste bah, l'équivalent de notre jeu de loi. Mais il y a vraiment beaucoup de designers qui ont cherché à faire des choses vraiment intéressantes, ce qui fait qu'il y a vraiment des petits trésors de jeux vraiment cool. Notamment dans l'autre collection que je collectionne, de l'autre collection que j'accumule pas mal, qui s'appelle les Party Joy, où là il y a vraiment des jeux divers et variés, quoi. Donc, je reviens un peu au jeu. Donc là, on a les différentes choses qui peuvent nous gêner pour essayer de récupérer les objets. Je vois aussi que chaque lieu, en fait, Doburo Sekite, je sais pas vraiment ce que ça veut. Donc par exemple, dans cet endroit-là, il y a plusieurs salles. Je pense qu'on doit se déplacer dans les salles. Donc on a chaque joueur a un jeton. Alors ce qui est cool, c'est qu'il y a un jeton qui est un jeton quand les filles sont en civil et un jeton quand elles volent. Donc, il doit y avoir une phase, en fait, dans le. Je vois aussi dans les cartes qu'il y a des cartes en fonction de genre de date entre les personnages. Donc, je pense qu'on doit aussi rentrer assez vite pour pouvoir aller au rendez-vous qu'on a prévu avec. Je sais plus le nom du personnage. Quelqu'un a le nom du personnage masculin euh, en français, c'était. Mince, j'ai plus son nom là. Merci encore pour le follow. Il y a quelqu'un qui vient aussi de follow, donc j'ai pas du tout les alertes de follow. Donc là, je vois qu'on est passé à 59 followers. Donc, faut que j'arrive à trouver comment mettre les alertes de follow parce que je les ai pas là. Mais en tout cas, merci pour le 59e follower de la chaîne. Ah, je sais pas pourquoi j'ai les alertes qui fonctionnent pas. Il va falloir que je recorrige ça. Attends, normalement, ils sont super grands. Bon, enfin bref. Donc, le jeu a l'air de bien respecter l'univers, que ce soit graphiquement ou même dans le concept du jeu, parce que c'est pas juste on va d'un point A à un point B en essayant d'accumuler l'argent, on va vraiment essayer d'aller voler les différentes œuvres d'art pour récupérer la collection de notre père et les ramener au café. Donc on a le café qui est ici, là, le Katsai. Et ça, c'est le premier jeu de la collection, donc c'est le numéro 1. Donc la collection démarre avec un grosse licence. Bon, le numéro 2 va être un peu moins connu. Le numéro 2 et 3, je pense que c'est beaucoup moins connu en France. Moi, je connais pas du tout le numéro 2. C'est un genre de école des ninjas, mais je pense qu'il n'a pas été trop diffusé en France. Mais bon, on va voir ça. Je vais vous remontrer encore un peu le plateau avant de fermer ce jeu-là. Non, c'est des jeux avec la licence officielle. Hein. Epoch, c'est vraiment une grosse société de jeux et de jouets. À l'époque, là, il y a le logo. Le logo, en fait, qu'on a sur les... ils sont ici, en fait. Ils sont sur les boîtes. En fait, c'est le logo, en fait, du magazine. Comic Pampan, qui est un magazine qui passait ça, en fait. Donc là, on a en fait, c'est le nom de la série de jeux. C'est Comic Pampan Manga Game Series.
Donc c'est la série des jeux tirés de manga Comic Pampan. Et au Japon, bah, il y a quelques jeux pirates. Je suis déjà tombé sur des jeux pirates avec qui utilisent un peu les licences un peu à l'arrache, on va reconnaître du dessin. Mais très souvent, les sociétés de jeux et de jouets de sociétés dans les années 70, 80, 90 sont très proches des sociétés d'édition, donc ils n'ont pas vraiment de difficulté à avoir les licences, que ce soit les licences Nintendo, les licences Shueisha ou autres. Bandai notamment fait énormément de jeux de licence. J'ai déjà fait un live en fait où j'en montre quelques-uns. J'ai fait un live sur les jeux Dragon Ball il y a 2 semaines où je montre les jeux Dragon Ball que j'ai dans ma collection qui sont d'abord faits par cette boîte-là et faits après par Bandai qui est probablement la plus grosse société de jeux de société au Japon à cette période-là et de jouets aussi. Donc Bandai c'est la société notamment qui a toutes les licences liées à Shonen Jump, donc les licences One Piece, les licences Dragon Ball, tout ça. Mais c'est aussi eux qui font tout ce qui est jeux, qui possèdent aussi Gundam et d'autres très très grosses licences japonaises. Voilà. Et en fait, toutes les boîtes sont des boîtes qui se ferment comme ça avec un petit rabat. Donc elles sont vraiment jolies les boîtes, mais un peu fragiles. Mais heureusement, celle-ci c'est des boîtes qui étaient bien fermées dans du plastique. Ce qui est pas le cas de beaucoup d'autres collections de jeux de société au Japon. Où il y avait juste un scotch ou quelque chose pour bloquer la boîte. Et du coup, j'ai beaucoup de jeux en fait anciens jeux japonais où les boîtes extérieures sont dans très très mauvais état parce qu'elles ont 40 ans, 50 ans. Et voilà. Donc, on va fermer ce petit jeu-là. Et on va passer au deuxième jeu, qui est un jeu que je connais très peu la licence. Je connais pas du tout le manga. S'il y a des gens qui connaissent ce que c'est, qui reconnaissent, n'hésitez pas à me le dire. Mais avant de l'ouvrir la deuxième boîte, on va montrer quels sont les jeux qu'on va voir, donc tous les jeux qu'on va voir ce soir. Donc là, c'était le 4 size, donc c'est le numéro 1 de cette collection. Donc je les ai pas tous encore dans cette collection. Je sais pas si j'arriverai à tous les avoir. Ils sont très très durs à trouver au Japon, notamment parce qu'ils sont pas collectionnés comme une série à part entière. Donc c'est difficile en fait de les chercher juste avec le nom de la série. Il faut vraiment chercher jeu par jeu pour essayer de les trouver. Donc le 4 size, je l'ai eu il y a pas longtemps. J'étais vraiment content. Mais j'en ai d'autres depuis très longtemps en fait. Le premier jeu que j'ai de la collection en fait, c'est le jeu que j'ai de Jeanne et Serge, que j'ai depuis vraiment longtemps. Donc le numéro 2, c'est Ikanokaba Male. Donc c'est Yakisoba My Love. Donc c'est un autre manga, c'est un manga qui a l'air d'être un manga de ninja. Alors ça ressemble un peu à l'école des ninjas, mais je connais pas du tout, j'ai jamais vu en fait non plus l'animé. Très typique de cette période-là. Là c'est le numéro 2. Donc hop, le numéro 3. Ok, donc les kanji ça devient de plus en plus dur. Wata no Kuni Hoshi Game. Donc c'est Tsuwa no Shibineko. Désolé pour le japonais. Tsuwa no Shibineko. Et donc là c'est encore un autre jeu très très joli, mais là c'est plus un manga pour filles. Donc ça ma femme connaissait bien. Donc quand elle a vu la boîte, elle avait l'air de connaître, donc ça a l'air d'être assez connu au Japon. Mais pareil, j'ai aucune idée de ce que c'était, moi je connaissais pas. Pareil pour le suivant qui ressemble à un genre de Gegege no Kitaro. Donc c'est pas le suivant, ça c'est le 8. Donc je vais me calmer un peu. Donc là on est au 3, normalement le 4. Voilà, le 4 c'est très 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 connu en France. Le 4, on a un jeu. Donc Captain Tsubasa ou Olive et Tom. Moete Heroes Game. Donc ça c'est le numéro 4. Voilà, on va ouvrir ceux qui sont déjà ouverts, hein. Donc on va voir le jeu de ninja, on va les voir après au fur et à mesure. Donc là j'ai mon café qui est encore ouvert, donc il est potentiellement possible que des clients arrivent. Auquel cas je ferai une pause pour les installer, mais bon, le dimanche je vais souvent faire des lives à peu près à cette heure-ci en fait, vers 8h30, 9h au Japon jusqu'à la fermeture du magasin parce qu'on a rarement du monde le dimanche soir. Donc là on a le numéro 5 qui est Lock de Superman, donc Superman Lock, Legend Lock. Et donc celui-là par contre voilà, il est encore sous plastique. Donc celui-là on ne l'ouvrira pas ce soir, hein. On l'ouvrira peut-être probablement jamais.
Mais on voit que la série, en fait, commence déjà à être assez populaire parce que, en gros, ils en ont vendu plein, plein, plein. Donc c'est le quatrième. On a la liste des jeux, en fait, ici. Donc j'arrive à pouvoir chercher un peu les jeux, sachant que le suivant, je ne l'ai pas. Le numéro 5, je ne l'ai pas. C'est le numéro 5. Le numéro 6, je l'ai pas. Donc j'ai du 1 au 5, je les ai tous. Et le suivant que j'ai, c'est le numéro 8. Donc j'avais commencé à envoyer avant, qui est celui-là. Donc qui est Gugu Gammo. Donc c'est un jeu un peu d'horreur, enfin d'horreur, avec des yokai, donc des personnages, des monstres du folklore japonais. Donc en termes de type de personnages qu'on voit là-dedans, c'est de fantômes, un peu ça, ça me fait penser un peu à Gegege no Kitaro. Mais je connais pas non plus cet animé. Ma femme qui adore les yokai aussi avait l'air de bien connaître. Donc ça c'est le numéro 8. Ensuite le numéro 9, on a Code Majinga Mu versus Glag- Glagonia. Mu versus Glagonia, pareil, un autre animé que je connais pas trop. Donc celui-là aussi est encore sous cellophane, donc ça sera les deux qu'on va pas voir à l'intérieur. Et derrière, on repasse encore un troisième qu'on n'aura pas à l'intérieur, donc le numéro 10. Ça, c'est le premier que j'ai eu de cette collection-là, en fait. Le premier que j'ai eu, je l'ai eu dans un pack avec plein, plein d'autres jeux qui étaient, a priori, c'est un stock qui avait pris l'eau. Donc j'avais reçu plein de vieux jeux japonais qui avaient pris l'eau. Donc il y en a plein qui étaient dans un très mauvais état, mais il y avait lui qui était dans un état magnifique, encore fermé. Donc un jeu société sur Jeanne et Serge, qui est pas du tout populaire au Japon, Jeanne et Serge. Donc son nom en Japon, c'est Atakayu. Les Japonais connaissent très peu en fait Jeanne et Serge. Le gros dessin animé de volleyball féminin des années 80 qui est très connu, c'est Attacker Number One, que nous on n'a pas eu du tout en France du coup. Donc on a un peu le sous-animé qui arrive en France qui est devenu très très populaire, Jeanne et Serge. Là où l'animé très connu, lui, n'a pas vraiment passé les frontières. Donc là, 10. Et à partir du 10, le design des boîtes va commencer à changer. Non, on a encore le... Ouais. Non, on a encore celui-là qui est le même. On a encore le... Ah, c'était le 7, du coup j'ai loupé le 7. Ah là là, je suis pas dans les bons numéros, moi. Donc j'avais le 7, qui est le Lupin de Third. Donc ça c'est le Lupin 3. Alors pareil, c'est pas la première série télé animée. Donc c'est la troisième série télé animée. On peut le voir ne serait-ce que parce qu'il a le manteau rose. Donc Lupin a un manteau différent sur les 3 saisons, en fait, les 3 séries animées qui ont été faites sur. Donc en France, c'est Edgar la Cambriole quand c'est sorti en France. Parce que là, par contre, c'était un truc pirate. Mais un truc pirate au Japon qui l'auteur du manga Monkey Punch n'avait pas les droits pour Arsène Lupin. Du coup, quand ils ont fait le manga au Japon, ils l'ont sorti sous le nom de Lupin, mais quand ils l'ont exporté en fait en Europe et aux États-Unis, ils ont été obligés de changer le nom parce qu'ils n'avaient pas du tout les droits pour exploiter ça. Donc ça, c'est le numéro 7. Donc Lupin, et c'est sur le troisième animé. Ensuite, on a le numéro 13 et le numéro 15. Donc le numéro 13, donc c'est sur Homs. Salut Thanos. Donc voilà, j'ai déjà montré le jeu 4 size. Et là, je montre juste tous les jeux qu'on va faire et après, je vais revenir au début pour montrer les intérieurs de chaque jeu, pour un peu les ouvrir et regarder comment ils sont faits à l'intérieur. Donc là, on a un jeu Meitante Holmes. Donc c'est le jeu c'est l'animé de Sherlock Holmes où c'est des chiens, très 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 connu en France, celui-là aussi, et dont la première saison est réalisée par Miyazaki, donc le fondateur des studios Ghibli, très connu pour Princesse Mononoke ou mince, Chihiro. Et on a un dernier, le numéro 15, qui lui est carrément un jeu Doraemon. Donc Doraemon, très peu connu. En... Ouais, il fait mal aux yeux celui-là. Très très beau aussi le jeu. On va le voir après. Et un animé. Alors il y a beaucoup de jeux Doraemon qui sont faits sous différentes licences. Donc là, c'en est un fait par époque. Donc le numéro 15. Donc celui-là, je suis content d'avoir pu le choper parce que du coup, c'est une licence qui est beaucoup plus collectionnée au Japon. Donc souvent, ça peut être enfin pas mal plus cher à cause de ça. Et donc c'est le dernier que j'ai, c'est le numéro 15. J'ai déjà vu passer un numéro 17, donc je sais qu'il y a un 17, mais à partir de cela, j'ai plus vraiment d'infos.
sur combien il y en a. Ouais, alors en fait, il a fait la première saison seulement. Donc la première saison, c'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde le générique du dessin animé, le design des véhicules, une bonne partie de l'animation fait beaucoup penser à ce que fait Miyazaki après, parce que il a réalisé toute la première saison en fait. Hop, allez, on va ouvrir le numéro 2 du coup. Et je vais retourner les boîtes, comme ça je les prends dans le bon ordre. Ok. Donc on a vu le jeu 4 size en premier. Donc Midnight Mystery Game. Donc celui-là j'ai dû le chercher avec son nom en fait. Impossible de le trouver avec le nom de la série ou autre. C'est autant l'autre série de jeux que je collectionne, on les trouve vraiment juste en tapant le nom le nom de la série avec le numéro du jeu derrière. Autant ceux-là en fait il y a très peu de documentation en ligne. Enfin j'ai trouvé pour l'instant très peu de documentation en ligne. Il faudrait que je cherche plus en japonais. Enfin, j'ai cherché en japonais mais avec quelqu'un de japonais à côté de moi pour m'aider. Mais j'arrive pas du coup à savoir combien il y en a. Donc par exemple sur celui-là, c'est le premier qui sort, il y en a que 4 qui sont annoncés. Et pas mal plus loin, je sais combien il y en a enfin, on sait combien il y en a et j'ai vu passer un 17. Donc je sais qu'il y en a au moins 17. Mais je sais pas combien il y a de numéros de cette collection ou quel jeu ou quel animé ça existe. Je sais qu'il y a deux jeux Captain Tsubasa, Olive et Tom. Mais voilà, j'en sais pas trop plus en fait sur beaucoup d'autres choses. Donc celui-là on l'a vu déjà, on va le ranger. Hop. Donc le deuxième, Ikano Kabamaru. Donc le nom du jeu, ça c'est le nom de l'animé, Ikano Kabamaru, et le nom du jeu c'est Yakisoba My Love. Donc Yakisoba c'est des pâtes sautées grillées japonaises. Donc c'est un jeu de mots. Donc on voit bien que c'est un jeu avec des ninjas, enfin un animé avec des ninjas. Donc à nouveau on a le board qui se déplie. Donc ça permet d'avoir des boards très grands à chaque fois, très jolis. Alors, beaucoup de reflets sur ce board. Donc là j'ai l'impression qu'on est plus déjà dans un Sudoku plus standard, avec un start ici. Et donc derrière, alors Sudoku c'est un jeu de loi en japonais. Je corrige les mots, je donne des mots sans préciser ce que c'est. Et donc derrière, on a pareil des informations sur l'anime avec les différents personnages. Donc le personnage principal qui est au milieu, donc qui est Kabamaru, le nom du et les différents autres persos. Je connais pas du tout comme animé. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu passer ça ou qui connaissent. Et on a à nouveau donc comme je disais les dés qui sont très typiques de ce sens-là. Donc toute la collection va avoir les mêmes types de dés en fait. Les jetons, donc là il y a un jeton a priori, il y a 4 jetons de joueurs, donc on voit bien les jetons de joueurs. Il y a a priori un jeton pour son grand-père, enfin, en tout cas il l'appelle grand-père, enfin, donc le vieil homme. Donc il y a un jeton qui n'est pas contrôlé par le joueur qui est dans le jeu. On a des shurikens, on a un shuriken pour chaque personnage, enfin un jeton en forme de shuriken pour chaque perso. Et les supports qui sont aussi des supports standards. Donc ça c'est assez pratique en fait que ces grosses sociétés en fait utilisent souvent du matériel standard pour beaucoup de leurs jeux. Parce que ça permet quand on a quand je trouve en fait des jeux où il manque des dés ou des pièces, je peux réussir à récupérer d'autres jeux qui sont en très mauvais état et compléter ainsi certains jeux qui sont pas complets. À moyen terme, j'aimerais bien pouvoir faire un petit musée du jeu société en fait dans la ville, la petite ville où j'habite là. Donc je suis dans le nord du Japon, moi je suis à Sakata, donc c'est 600 km au nord de Tokyo. C'est une toute petite ville. Alors ce qui est un peu embêtant d'une petite ville, c'est que par exemple, bah, ce soir j'ai personne à mon café, donc il n'y a pas beaucoup de clients. Mais le côté bien, c'est qu'en fait du coup l'immobilier est vraiment pas cher, donc il y a moyen de louer un endroit pour pas trop cher, pour pouvoir faire un musée ou quelque chose pour exposer tout ça. C'est un truc que je ferais bien. À nouveau, on a un matériel très joli avec belle carte
Donc du coup, ça me parle beaucoup moins que Katsai avant, hein, parce que du coup, je connais pas l'anime, donc je sais pas trop ce que dans tout, mais il y a clairement une notion de romance avec cette demoiselle-là, vu qu'il y a des cartes d'amour par rapport à elle. Donc Mai-chan no Heart Card, donc c'est des cartes cœur de Mai-chan. Donc est-ce qu'il y a que des positifs? Ouais. Peut-être on doit essayer de les accumuler, mais bon, je vais pas rester 2 heures sur ce jeu-là. On a tout ce qui est technique de ninja aussi. Donc je pense que c'est un anime qui cumulait un peu la romance avec du comique, avec du ninja. Bah, ça a l'air très très proche de l'école des ninjas dans le style. On a aussi des cartes qui valent des points. Donc ça c'est une carte qui vaut Ichipaiben. Donc je sais pas si donc c'est plein de yakisoba. Il y en a un qui est beaucoup plus gros que les autres. Donc on a un yakisoba d'une journée, enfin pour une fois, et on a celui pour un an. Hop. Donc j'envisage sur la chaîne aussi dans le futur de jouer à certains de ces vieux jeux japonais. Alors voir lesquels. Alors ce qui est problématique pour beaucoup de ces jeux-là, c'est que c'est quand même des jeux beaucoup qui étaient faits pour les enfants à l'origine, donc des fois ils sont très longs à jouer. Bon, on pourra prendre le temps, mais c'est difficile d'évaluer exactement la durée du jeu. Il n'y a jamais exactement de temps qui sont annoncés sur les boîtes. Donc on peut partir en se disant, bah, ce jeu-là, il va durer 1 heure, et puis finalement, en fait, on en est pour 3 heures. Parce que ça part un peu dans un genre de Monopoly, ou alors le jeu pour réussir à se dépasser, vraiment finir, compléter ce qu'il faut compléter, ça peut être très très long. Les jeux ont très peu d'informations sur leur boîte par exemple, là, je sais que c'est un jeu qui est pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Ça, c'est écrit sur la boîte. Mais par rapport à maintenant où les jeux donnent une durée approximative, bon, souvent c'est très approximatif hein, quand même les durées, même sur les boîtes aujourd'hui. On a très peu d'informations sur les durées des jeux ou sur d'autres choses. Par contre, j'ai encore la carte postale qui permet en fait en fait répondre à une enquête où c'est qu'on a trouvé ce jeu, comment on l'a acheté, tout ça, pour envoyer à l'époque. Je sais pas si je le renvoie maintenant, je sais même pas si l'adresse est encore bonne. Mais beaucoup de jeux avaient des cartes postales dedans pour répondre à des enquêtes à l'époque. Ou des fois commander les composants qui nous manquent en fait. Dans les règles, on a, alors je sais pas si celui-là il a. Non, celui-là il a pas. Donc c'est un jeu à la fin. On a un petit encadré. Donc là on a là c'est les différents bureaux d'époque dans les différentes régions japonaises. Mais donc ils disent de pouvoir les appeler s'il y a des choses qui nous manquent ou autre. Mais dans d'autres jeux japonais, en fait, on a un petit encadré à la fin qui avec une liste des composants et on peut leur envoyer en fait une lettre pour demander les composants qui nous manquent. Donc Bandai, ils mettaient beaucoup ça dans leur jeu, donc j'ai à chaque fois un peu je me pose la question, est-ce que si je leur renvoie maintenant 40 ans après une lettre en disant il me manque le jeton pour le jeu de numéro tant de telle collection, je suis pas sûr qu'ils me répondent, mais le troisième, donc un jeu plus, c'est un jeu de princesse, où on joue une fille chat dans un univers beaucoup plus féerique. Alors, alors derrière, on a carrément des extraits du manga là. Quand le board est encore magnifique, hein. Là, on a le début du manga carrément derrière là. Alors, on va plus dans un manga un peu plus type shoujo, manga féminin. Donc c'est le numéro 3 de la collection celui-là. Donc Suwano Chibik Neko, donc le petit Neko, le petit chat Suwano. Et le nom du jeu c'est Watano Kunioshi Game. Donc je suis pas sûr de la traduction, mais le pays des étoiles, ça je peux le lire, mais le reste j'ai du mal à le lire en fait. Donc je parle, je me débrouille pour parler japonais, mais la lecture j'ai beaucoup plus de mal. Du coup, pour les règles des jeux japonais, souvent je suis obligé m'aider de traducteurs, soit directement à femme. Alors là, on a des problèmes, des soucis de beaucoup de jeux japonais.
ils étaient souvent emballés avec des élastiques qui fondent sur les cartes. Donc j'ai beaucoup de vieux jeux japonais en fait qui ont des gros dégâts d'élastique comme ça là. Ouais, ça c'est un élastique qui a fondu sur la sur la notice, mais en fait surtout cet élastique il emballait les cartes, donc il m'a fait des gros dégâts sur les cartes aussi. Donc là on voit que les cartes elles ont encore l'élastique qui est fondu dessus. C'est vraiment dommage parce que les cartes sont vraiment très très belles. Grandes cartes comme ça, un format qui est un peu plus grand que des cartes à jouer. Donc souvent c'est des gros cartons qui se dépliaient, hein, mais les cartes sont vraiment jolies. Donc c'est des cartes rêves, Dream Card. Donc on a une l'élastique qui était emballé en fait ces cartes-là. Souvent les personnes pour garder leur jeu en bon état en fait, pas perdre de pièces, mettent des cartes, met un élastique autour des cartes et en fait c'est une très très mauvaise idée. Donc si jamais vous avez des jeux à la maison avec des cartes qui sont attachées avec des élastiques, faut tout de suite les enlever. Déjà, première raison parce que ça abîme les cartes, ça les fait plier. Et deuxième raison, parce que si c'est des mauvais élastiques, ça va fondre sur vos cartes. Et c'est pas du tout récupérable après. C'est vraiment très très... J'ai commencé à chercher un peu de différentes solutions, différents produits pour essayer de le faire fondre l'élastique sans attaquer la carte. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de vraiment concret. Là, on a... Je vais laisser le bord ouvert pendant qu'on... Là, on a un plateau de jeu qui est un peu plus original. On a une roulette qui permet de tourner. Plutôt qu'une roulette, je pense que ça permet de choisir des endroits parce que clairement, ça n'a pas l'air d'être fait pour tourner vite. Donc, je pense qu'en fonction de où on en est en fait du moment, on a différentes nourritures qui sont dans la case là qui vont changer avec des différents endroits et je pense que le personnage en fait est en train de rêver et donc on a plein de différents rêves qui est fait. À nouveau, on a un départ ici. J'ai un jeu comme ça qui a l'air super cool en fait de jeu pour le manga féminin ancien où on doit en gros c'est un genre de c'est un grand jeu où en fait on doit balader autour d'une carte et on a chacun un amoureux qu'on veut essayer de séduire et donc on doit aller récupérer en fait des caractéristiques, des choses qui lui plaisent, donc des hobbies, des choses comme ça sur la carte et on doit se balader et à la fin on a tout un signe astral qu'on doit faire. Enfin le jeu est très très complexe. J'ai des clients qui y ont déjà joué au magasin. C'était surprenant de complexité pour un jeu qui a 40 ans destiné aux petites filles. Le jeu il a duré, les clientes elles ont joué pendant 1 heure et demie et elles n'arrivaient pas encore à la fin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux qui sont assez dangereux pour ça, sur les durées. Là, on doit collecter aussi des cartes qui sont des costumes. Donc ça aussi, c'est très joli. On a 3 cartes pour... Donc on a des collections de cartes. Malheureusement, on a encore quelques cartes qui sont abîmées. Donc ça, c'est un jeu qui est assez abîmé. Donc les joueurs doivent accumuler ces 3 cartes. Donc il y a un set pour chaque joueur et un set, a priori, où il manque des choses, où il n'y a rien. Donc le personnage joueur doit probablement récupérer les morceaux de robe pour pouvoir avoir la robe complète, pour pouvoir finir le jeu dans différents endroits. Et donc chaque endroit, en fait, chaque carte du jeu, à chaque endroit a une carte différente qui lui est attribuée. Donc, très très beau composant avec beaucoup de jetons aussi de points, les jetons de joueurs qui sont aussi très très beaux. Vraiment une collection qui fait beaucoup d'efforts, je trouve, pour suivre le mieux possible en fait les licences qu'ils adaptent. Avec un bon matos, avec à chaque fois un jeu qui a l'air d'avoir un gameplay qui est pensé aussi en fonction du dessin animé ou de l'animé en question, ce qui est pas juste un banal jeu de loi ou autre. Il y a vraiment un effort qui est fait, j'ai l'impression à chaque fois. Hop. Donc ça c'était le jeu numéro 3 et on va passer au jeu numéro 4. On va passer un peu plus de temps je pense. Parce que c'est un animé, un manga que beaucoup de gens connaissent. Donc le numéro 4, c'est un très beau jeu sur l'univers de Olive et Tom. Donc on est dans les premières saisons de l'animé. Hein, parce que
on fait le tournoi entre la New Team et les Muppets, je crois. Je sais pas, Muppets c'est là. Je me souviens plus des noms. Je suis devenu mauvais en souvenir des noms. Donc ça c'est la New Team, je pense. Mais l'équipe de Mark Landers, quelqu'un se souvient du nom de l'équipe de Mark Landers dans le chat? Si les gens sont encore là et m'écoutent. Mais donc là on a pareil, hein, derrière le board. Ouais, la Muppet, donc j'étais juste, alors c'est bien la Muppet. J'avais un doute parce que ça me faisait penser Kermit la grenouille, tout ça, est-ce que c'était vraiment la Muppet? Donc là on n'est pas dans la première saison, parce qu'on a déjà Olivier et Tom qui sont ensemble. Enfin, Wakabayashi et Tsubasa. Donc, donc la série en France s'appelle Olive et Tom parce que le tout début de la série en fait l'antagoniste principal c'est le gardien de gardien de foot face à donc c'était vraiment Olivier et Tom mais c'est assez rigolo parce que la série est pas du tout centrée sur ce personnage-là. Du coup le nom en français au fur et à mesure que la série avance que ce personnage perde en importance, c'est assez rigolo de continuer à voir la série qui s'appelle Olive et Tom avec le générique aussi. Donc le nom japonais c'est Captain Tsubasa. Donc Tsubasa c'est le nom du personnage principal. Donc Olivier. Et, euh, et donc, la Captain Tsubasa, donc le capitaine de l'équipe. Et là, on est dans un jeu qui encore change complètement. Là, on est vraiment dans un jeu de foot. Donc, le jeu est annoncé pour 2 à 4 joueurs, mais en réalité, en fait, on joue jamais plus de 2 joueurs à la fois. Parce que, en fait, le mode 4 joueurs, c'est en fait, on fait un tournoi. Donc, on a 4 équipes et on va faire un tournoi pour savoir qui va gagner. Donc, avec quart de finale, demi-finale. Non, même pas, qu'est-ce que je dis? Demi-finale, finale et juste le match pour la 3e place. Et donc, pas du tout un jeu. Donc là, on voit vraiment qu'il y a vraiment un effort qui est fait pour adapter les jeux. Alors, par contre, tous les joueurs jouent à Tom. Donc, chaque jeton est toujours le même. Chaque joueur a le même jeton pour tous. Alors, ce jeu-là, j'ai pas le dé. Il me manque le dé. Mais je vois que le système, en fait, on va se déplacer sur la carte qui est ici, sur le stade. Et quand on fait des actions, en fait, différentes actions, on doit lancer le dé pour savoir si l'action s'est bien passée ou pas. Par exemple, si on fait une passe, on arrive à faire la passe pour un 3, 4, 5 ou 6. Mais le 2, on la loupe, a priori, et 1, je crois que la passe se fait intercepter. Quand on tire, en fait, ça se fait en plusieurs étapes. C'est assez sympa, je vois le système pour tirer, en fait. Je trouve ça assez fun quand on tire, en fait, on lance d'abord le dé, et si, en fonction de notre résultat de dé, en fait, le ballon avance dans une certaine direction pour savoir s'il va vers les goals. Donc, on voit que si on fait un 3, 4, 5 ou 6, on va ici, mais si on fait un 1 ou 2, on va directement vers les cages. Et là, si on fait un 1 ou 2, 3, on sort. Donc, on a en fonction de notre résultat au dé, en fait, on va suivre un chemin et on doit réussir à faire le chemin. Et de la même façon, quand on essaye de arrêter la balle pour le gardien, on arrête la balle sur un 2, 3, 4, 5, mais on loupe la balle sur un 1 ou 6, et donc ça fait un point. Donc on a à nouveau des cartes très belles. Enfin, on est à nouveau dans le reprend le dessin très très fidèlement de l'animé, avec les différents personnages. Donc là, on a des cartes d'attaque et des cartes de défense. Donc je pense qu'en fonction de qui a le ballon, on va jouer différentes cartes. On a aussi un deuxième board pour les tirs au but et les moments où on attaque, qui est vraiment spécifique pour le jeu, avec une carte qui vient se mettre ici pour représenter des cages. Je suppose en fait il y avait un gameplay en fait, je suppose pas, j'ai regardé sur les règles, il y a un gameplay en fait où on doit, avec le doigt, essayer de, ouh, j'ai fait un goal, essayer de mettre le ballon dans les cages. Ils ont aussi fait pour savoir qui joue en premier.
une pièce, un jeton pièce, pour tirer à pile ou face. Vraiment beaucoup de très très beau matos. Sachant qu'il y a un deuxième, il y a deux autres jeux Captain Tsubasa faits par la même boîte. Un dans la même collection que je n'ai pas, et un qui est sorti après dans une collection de luxe de cette collection que j'ai, qui est une énorme boîte. On a carrément le stade qui s'enfonce dans la boîte du jeu, que je montrerai à l'occasion. C'est vraiment un très très beau jeu Captain Tsubasa, où là on peut jouer, faire des gros tournois jusqu'à 8. Là on a le pile ou face. Alors du coup c'est pas pile ou face, c'est Tsubasa ou du coup c'est Genso, c'est son pote. Non, c'est Wakabayashi, donc c'est Olive et Tom. Donc c'est le goal ou le. Et, ouais. Et du coup moi j'ai eu Tsubasa, j'ai eu Olivier. Ouhou, j'ai gagné. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai gagné? On aura une belle collection de vieux jeux de société là. Celui-là, il serait cool à jouer en live. J'ai à l'occasion, s'il y a des potes qui viennent à Sakata, ça pourrait être bien de faire une partie. J'ai pas l'impression. Les cartes ont l'air d'avoir pas mal de texte. Ah oui, ce jeu a une roulette aussi. Beaucoup de jeux japonais utilisent des roulettes. En fait, c'est quelque chose, c'est un accessoire qui est très très populaire au Japon pour les jeux de société. Et du coup, c'est un accessoire qui a été réutilisé de plein de façons différentes. Donc à la base, ça vient probablement, ou en tout cas, je pense que l'inspiration japonaise vient le plus du jeu de destin en fait, où la roulette remplace le dé et elle sert à se déplacer. Et du coup là, on est plutôt, ça nous permet de savoir par exemple si la balle est interceptée ou pas en fait. Ici, on a des cases pour savoir si c'est intercept. Là, on a dribble 1, long pass 1, dribble 1, short pass. Donc j'ai l'impression que ça permet plutôt de décider quelles actions vont être faites et si ça passe ou si ça passe pas. Voilà, vraiment un petit bijou ce jeu, très très bon état. Il lui manque malheureusement le dé, mais comme je disais, en fait, c'est des dés standards, donc je suis pas encore allé chercher dans ma collection, mais j'ai d'autres jeux qui sont vraiment mauvais état, avec il manque beaucoup de pièces, où je vais aller récupérer un dé pour le mettre dans celui-là pour que celui-ci soit complet. On a aussi le temps là-haut, temps réglementaire. Alors le stade n'est pas vraiment aux tailles réglementaires pour un Olivier Tom. Hein, normalement, le stade devrait être beaucoup plus grand. On puisse courir pendant 3 ou 4 heures sur le stade pour aller jusqu'au goal adverse. Carrément avoir la rotondité de la terre dans le stade. C'est super important pour Olivier Tom. Donc là, le stade me paraît un peu petit pour représenter ça. Alors on voit aussi les marques sur le bord du terrain. On a Kurokala, Seiko mais mal écrit, Anda, Moten, Metax, Adas, à la place d'Adidas, Nikon et Taiga. Donc ils ont fait des fausses pubs sur le tour du terrain. On arrive à lire un genre de Canon ici aussi. Là aussi, on voit écrit plus ou moins Adidas comme s'il y avait un gros sponsor. Voilà. Donc c'est une collection qui est vraiment. Déjà, c'était une surprise la première fois que je suis tombé dessus. En fait, je l'ai reçu le premier jeu de cette collection-là comme je disais, dans un pack avec plein d'autres jeux. J'en avais déjà pas du tout entendu parler. Et j'étais resté un peu dessus. Et récemment, j'ai cherché un peu plus et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des bijoux, en fait, des jeux de licence vraiment folles dans cette collection-là. Donc j'ai commencé un peu plus à les chercher. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aussi aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, le Captain Tsubasa, donc le Olivier Tom que j'ai dans les mains, là, je l'ai reçu cette semaine en fait. Je l'ai reçu vendredi. Donc pareil avec à nouveau la petite carte pour répondre à une enquête et la notice du jeu. Donc qui explique comment arranger le qu'on a les. Donc là on a vraiment un jeu où il y a plusieurs zones
sur le, sur le plateau. Donc on explique les 4 zones de jeu. Donc là, c'est plutôt pour écrire le score et le temps de jeu. Là, on a tout ce qui sert à faire les corners, les tirs et les passes. Là, on a le terrain de basket, le terrain de basket, oula, le terrain de football. Et pour les tournois. Donc on explique pour les pénaltys, en fait, ce que j'ai fait avant en tapant avec le doigt. En fait, le goal met quand même un jeton de gardien pour essayer de bloquer la balle. Et donc on explique où c'est que ça marche, où c'est que c'est un goal ou pas. Il y a une explication des différentes cartes, le jeton pour le timer. Donc là, il y a toutes les cartes en fait dans le jeu, les cartes d'attaque. Donc les cartes permettent de faire en fait différentes actions en fait sur la même carte, parce que là, celui-là permet de faire un dribble de 2 joueurs, une feinte ou une longue passe. Là, c'est un tir à distance. No mark shot. Je sais pas ce que c'est le no mark shot. Bon, ça, c'est le jumping volley shot. Donc, ça, c'est le tir où il saute et il tire en hauteur. Et donc là, on a les différentes cartes de défense aussi. Voilà. Donc, ça, c'était le jeu de Captain Tsubasa et du Atom. Donc, c'est le numéro 4 de cette collection. Toujours le même format de boîte qui se replie comme ça. Et donc là, quand celui-ci est sorti, il n'y avait pas encore d'autres jeux qui étaient prévus. On a que les 4 qui sont affichés derrière la boîte. Ça, c'est le truc qui fait que retrouver ces jeux-là est vachement compliqué en fait, parce qu'on a j'ai vraiment peu d'informations sur quel jeu existe dans cette série. Ensuite, on a le numéro 5 que je vais pas ouvrir là parce qu'il est sous emballage. Donc là, déjà, on voit que la liste, par contre, ça va jusqu'au numéro 7, donc jusqu'au Lupin. Donc il me manque le numéro 6 là-dedans. Donc là, c'est sur un animé de science-fiction. Donc pareil, hein, quand on voit le board derrière, on voit bien que le jeu, c'est encore complètement un autre gameplay. Donc c'est vraiment cool que chaque jeu ait vraiment un gameplay spécifique pour la série en fonction du truc, quoi. Donc, le numéro 5. Donc il manque le 6 et du coup on arrive au 7, qui est un jeu sur Lupin. Donc on va devenir des voleurs. Donc troisième série animée Lupin. Donc là, ouais, ça c'est un de ceux que j'étais le plus content d'avoir parce que je suis très très fan de cette série animée et de ce manga. J'aime aussi d'ailleurs Arsène Lupin en France. Je trouve que les deux choses se marient très très bien en fait. Je trouve que ça fait complètement sens qu'il y ait un Lupin, un petit-fils d'Arsène Lupin qui soit moitié japonais. Vu qu'Arsène Lupin faisait pratiquer le Jiu-Jitsu aussi. Donc ça fait sens qu'il ait rencontré quelqu'un et qu'il ait un petit-fils moitié japonais. Et donc comme toujours, hein, on a derrière les différents personnages sur le plateau. Ils ont présenté avec un plateau encore une fois très très beau. Donc ça fait 2 jeux qui sont liés plus ou moins à Miyazaki dans cette collection parce que Lupin aussi un des longs métrages de Lupin parmi les très nombreux longs métrages de Lupin et le premier long métrage d'animation de Miyazaki, de Hayao Miyazaki, donc le château de Cagliostro. Donc ça c'est pas sur Cagliostro, là c'est sur la troisième série Lupin. Et donc ce qui est rigolo, c'est que là chaque personnage démarre d'un endroit différent en fait. Donc on a Jigen qui est ici. Là on a Goemon. On a Lupin. Donc Zenigata aussi, on joue aussi, il y a aussi un point de départ pour le policier. Et Fujiko-chan, qui part de ce côté-là. Donc chaque joueur a un point de départ différent, un genre de plateau différent, des actions différentes à faire. Et on a des cartes de personnages qui sont énormes. Chaque joueur a sa carte de personnage. Vraiment très très grande carte, très très belle. Avec derrière leur portrait.
le design de l'animé. Vraiment du très très beau matos. Et je vais expliquer pourquoi les cartes sont si grandes. Alors j'ai pas lu toutes les règles, mais en gros, dans le jeu, on doit se déguiser en fait. On doit utiliser de se déguiser pour pouvoir s'infiltrer dans une genre de caverne ou le- un genre de base de quelqu'un pour voler ce qu'il y a dedans ou récupérer ce qu'il y a dedans. Et du coup, le jeu vient avec plein d'accessoires qui permettent de déguiser notre personnage. Donc on peut lui mettre un chapeau, une moustache, un cache-œil. Et donc en fait, on va déguiser notre personnage aussi. On a un faux passeport, on a des listes de mots pour des jetons qui nous permettent d'avoir des informations des informations secrètes. Et des questions qui sont... Donc on a trouvé des mots de passe en fait secrets qui correspondent à des... Il y a des questions et des réponses. Il pose des questions et on doit répondre par oui ou par non. Et si on a la bonne réponse, je pense qu'on peut avancer dans le jeu. Donc, encore une fois, un jeu avec un gameplay vraiment spécifique à l'univers de Lupin. Donc, chaque joueur joue un personnage de l'univers différent. Donc on a... Et le jeu peut se jouer de 2 à 5. C'est intéressant parce qu'on peut jouer le policier. Donc c'est un scénario particulier où a priori il s'allie pour aller combattre un méchant encore plus méchant que Lupin. Donc on a un jeton pour Lupin, un pour Goemon, un pour Jigen, un pour Goemon, un pour Fujiko et un pour Zenigata. Avec à nouveau les supports et le dé qui sont standards pour cette collection, donc c'est tous les mêmes. Hein. Que ce soit le dé pour n'importe lequel de cette collection, c'est toujours les mêmes dés, les mêmes supports de jetons. Le jeu est en très très bon état. Et il y a aussi des cartes qui demandent d'avoir certains déguisements pour pouvoir passer certains endroits. Donc là on voit qu'il faut pouvoir avoir un cache-œil avec ouais. Bah quand tu passes sur Sakata, on essaye de se faire un de ces vieux jeux, il n'y a pas de souci, avec plaisir. On chopera un traducteur automatique pour les règles et pour lire les cartes, tout ça. Ou alors on essaye d'embarquer Kyoko pour qu'elle joue avec nous. J'essayerai, j'ai envie d'essayer de faire un live avec Kyoko pour qu'on fasse des parties de jeux japonais avec elle. Mais avec la petite, pour l'instant, c'est un peu compliqué de pouvoir se libérer assez de temps tranquille pour pouvoir faire ça, quoi. Mais ouais, vraiment plein de jeux qui ont l'air super riches et super intéressants. Il y a un jeu Lupin qui a été fait par une boîte italienne que j'ai aussi, qui a été fait par un designer italien. Ouais, ouais, pour pas mal de jeux, avec Google Trad, entre le Google Trad et mon niveau de japonais, j'arrive plus ou moins à comprendre les règles de la plupart des jeux. Et voilà, ça c'est vraiment. Celui-là, j'étais content de le trouver en bon état. Ouais, donc il y a une boîte italienne qui a fait un jeu de Lupin, un jeu très complexe, avec des règles de personnages cachés en fait. Où en gros, des joueurs jouent Lupin et son équipe, un autre joueur joue les policiers. Et les joueurs qui jouent Lupin ne se mettent pas sur la carte. En fait, leurs déplacements sont cachés. Et les policiers doivent essayer de les trouver. Le joueur qui joue Fujiko peut trahir, donc parce que dans le manga, il trahit tout le temps en fait ses camarades. Donc pour garder ça en fait dans le jeu, elle peut trahir ses camarades aussi dans ce jeu-là. Du coup, le jeu est très très chaotique, très beau avec des petites figurines en peinte. C'est un autre jeu que je pourrais montrer peut-être dans le futur. Mais les règles sont assez
bordélique. Et il y a une extension qui existe que je n'ai pas, qui paraît corrige pas mal le problème des règles. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi réussir à trouver l'extension de ce jeu-là. Mais c'est pas un jeu japonais, hein, c'est un jeu italien. Donc dedans, il y a les règles en anglais et en italien. Donc, je l'avais au café avant dans les jeux en vue, mais beaucoup de clients japonais voulaient y jouer. Donc, du coup, comme il n'y avait pas des règles en japonais dedans, j'ai préféré le mettre dans la partie plus collection. Parce qu'à chaque fois, c'était bah ouais, vous pouvez y jouer si vous voulez, mais vous risquez pas vraiment de comprendre de quoi ça va parler. Ouais, là, Lupin, on a vraiment, je trouve le gameplay avec les jetons qui permettent de cacher notre personnage, qu'on voit quel personnage a quel jeton, c'est vraiment sympa. Avec ces grandes cartes de joueurs là. Alors chez Epoch, on a rarement des figurines en plastique, on en a pas mal chez Bandai après. Plus tard, chez Epoch en général, c'est toujours des jetons en carton, mais c'est quand même très joli. Voilà, là on voit le système en fait de se cacher les différents jetons qu'on accumule, de secrets. Donc, les cartes de questions, les différentes choses. Le jeu a l'air quand même assez complexe celui-là. Et pas mal retranscrire le côté d'infiltration typique de la série animée Lupin. Donc on a vraiment des méchants avec vraiment des bonnes têtes de méchants. Et donc là, Goemon qui démarre ici, qui a son propre plateau avec les choses qu'il doit faire et avant de rejoindre la partie centrale. Pareil pour Jigen. On voit que Fujiko a un chemin plus long et que Zenyatta et Fujiko partagent leur départ. Pareil pour Lupin et Goemon. Alors, il y a alors, ce qui est problématique avec les figurines des années 80 au niveau du plastique, c'est l'état du plastique en fait. Le plastique vieillit très mal. Mais j'ai certaines figurines plastiques, notamment des figurines Zelda. Voilà, il faut que je les montre parce qu'elles sont vraiment trop belles. Là, je suis obligé de faire un petit accro là sur le live là. Parce que dans ma collection de jeux préférés qui sont donc les Party Joy, donc ça c'est fait par Bandai, c'est le gros concurrent de la série de jeux qu'on est en train de voir maintenant. Il y a un jeu Zelda qui était sorti en même temps que le premier Zelda, et dedans il y a des figurines. Donc ça date de 85 là. Et pour 85, la qualité des figurines est vraiment trop belle. La sculpture est vraiment nickel. Donc on a des petits links comme ça là. Et là ça demande du gros plan là. Il est pas mal, il est pas beau mon link là. Bon, ça c'est l'extraction qui confirme la règle, hein. En toute honnêteté, le plastique il reste nickel. La plupart du temps, le plastique devenait vraiment pourri. Quand c'est les figurines métal, on n'avait pas du tout une qualité de sculpture comme ça. En fait, c'est beaucoup de figurines métal des années 80 que j'ai. La sculpture est très belle, mais malheureusement, la façon dont ça a été produit, je pense, ça rend la figurine plus plate. Alors, je vais remettre mon micro mieux. Attends, j'ai la version jaune aussi. Tu préfères la version jaune? Hop. En fait, il y en a 4 dans la boîte, un pour chaque joueur. Donc il n'y a pas de rouge, il y a un rose, un jaune, un rose, un vert et un bleu. Et en fait, je l'ai 3 fois celui-là, cette série de figurines, parce que j'ai le jeu en complet et le jeu en très mauvais état 2 fois. Donc ouais, j'aimerais peut-être essayer de les peindre, mais j'ai vraiment peur
de savoir comment ça va réagir à la peinture. Les Bandai dit sur la boîte qu'il faut les peindre, hein. Sur la boîte, ils disent ah vous avez des figurines à peindre. Alors pas sur celle-là, sur la boîte des jeux Chevalier Zodiac. Il y a des figurines dedans aussi. Ils disent ah vous pouvez les peindre, il n'y a pas de souci tout ça. Alors par contre les figurines Chevalier Zodiac, elles sont très belles, mais le plastique il a super morflé, la pose est pas terrible. Voilà. Ouais ouais. Savoir que les figurines toutes seules sont recherchées aussi, hein. Bon ben voilà. C'était le petit encart sur les figurines des années 80, elles sont pas terribles. Bah, des fois, il y a des exceptions. On a vraiment des très très belles figurines dans ces années-là aussi. Hop, je vais ranger Zelda et on va continuer sur la série d'aujourd'hui qui n'est pas la série des parties Joy. La série des parties Joy. Alors, la série que je fais aujourd'hui, enfin, je fais un live avec toute la série en une fois pour les présenter au moins. Parce que j'en ai une dizaine, quoi. La série avec le jeu que je suis en train de montrer de Zelda, là, il y en a 135 dans la série complète. Et j'en ai une centaine sur les 135. Donc si je m'amuse à faire un live où je les montre tous un par un comme je suis en train de montrer ceux que j'ai là, je suis pas sûr d'avoir le temps. Je suis pas sûr que le ordinateur il survive le live en fait. Et voilà, donc aujourd'hui on fait les comics Pampan et là on est sur Lupin 3. Donc voilà, très très beau jeu en tout cas. Donc Epoch a fait quelques figurines. Notamment un jeu Dr. Slump que j'ai montré en live il y a pas longtemps qui est fait par Epoch, donc par la société qui a fait ces jeux-là. Et il y a des figurines en plastique dedans qui sont plutôt jolies de Aralechan et de son petit frère, les personnages de Dr. Slump. Et elles sont vraiment mignonnes, elles sont vraiment sympas. Un autre jeu que j'ai en double d'ailleurs pour lequel je pourrais peindre les figurines. D'ailleurs, Thanos, quand tu viens à Sakata, on pourrait faire des lives de peinture de figurines. Ça pourrait être un truc qui pourrait être cool aussi. Donc hop, là. Donc c'était le numéro 7. Ouais, alors je suis quelques personnes qui font des live peintures, c'est super cool avec une petite musique en arrière. La personne qui raconte, qui parle un peu et qui peint, qui explique comment il peint ses figurines, tout ça, sur des figurines un peu belles, c'est vraiment cool. Mais des fois, c'est un peu long en fait. Voilà, ça c'est le numéro 8 de cette série, donc Comic Pampan, je connais pas du tout le... C'est pas des musiques de film X, c'était une musique de jazz de... Non, ça y est, j'ai oublié le nom de la série de jeux. De Toho. De Toho Project. Et mon pote qui adore ces musiques, il était triste quand il a entendu ça. Alors, en plus, en live, ce qui est compliqué de mettre des musiques en fait avec des licences là, ça peut être compliqué en fait après de se faire. Tu te retrouves en fait avec la vidéo qui perd tout le son en fait. Twitch, il coupe tout le son en fait de la vidéo, ou alors il faut que tu aies une piste audio spécifique en fait pour que Twitch, en fait, t'enlève juste la piste audio après pour les vidéos rediffusées. Donc la musique, enfin c'est une question que je me pose en fait. Si je mets de la musique en arrière-plan, si j'en mets pas. En général, j'ai la musique du café qui tourne derrière, mais savoir est-ce que je garde la musique ou est-ce que je mets des musiques spécifiques. Je pourrais demander à l'Airdouille de me composer des musiques exprès pour mes lives. Je demande à l'Airdouille qui me compose 5-6 heures de musique pour mettre en arrière-plan des lives, libre de droit. Mais ouais, donc l'Airdouille, c'est un pote que d'autres personnes connaissent dans le chat. Mon ancien coloc, qui est musicien. Voilà, donc on a Dokili, Gugu, Gammo, Gimoda no Shigame. Gimoda Meshi, Gimoda de Meshigame. À la lecture, faut vraiment que je fasse des efforts, faut vraiment que je... J'ai vraiment vraiment du lag en lecture. Je lis trop sur téléphone tout le temps, donc j'ai trop le Google qui m'assiste tout le temps quand je lis des choses en japonais. Alors là, on a un jeu sur un thème
Donc l'animé est un animé thème de Fantôme. Donc là, on arrive dans le numéro, donc c'est le numéro 8, et là, on n'a plus les mêmes soutiens, les mêmes supports de figurines. J'en parle la prochaine fois. Mais à nouveau, le board avec... alors là, au lieu d'avoir la description des personnages en arrière-plan, on a la musique, avec la parole des musiques, en fait. Les paroles de la chanson, sur le board arrière, ici. Et de l'autre côté, le plateau de jeu. Donc à nouveau avec un point de départ. Peut-être deux départs, je sais pas, il y a l'air de pouvoir retourner au départ. Il y a différents endroits sur le board. Avec plein de démons, de fantômes et de différents. Donc comme je connais pas trop l'animé, c'est un peu difficile de directement de quoi ça parle. Mais on a à nouveau le jeu dans un état magnifique. Avec la roulette. Et le jeu était en état pratiquement neuf, vu que les cartes sont même pas... on va l'ouvrir ici sur le milieu. Les cartes sont même pas encore détachées en fait, elles sont encore en grappe. Donc tous les cartes de différents démons et fantômes. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des démons et des fantômes, et puis il y a un caleçon accroché à un arbre et une crotte. Donc c'est un jeu clairement humoristique avec des... Alors ça c'est les... Il y a à la fois des jetons de personnages qui vont se mettre sur les jetons plastiques, mais on a aussi des bougies qui se montent en fait avec un support à côté pour les monter tout en plastique. Et tous les jetons sont encore sous grappe. Là, j'en ai quelques-uns des jeux comme ça. J'ai un jeu qui donc du coup rend un peu difficile à jouer parce que j'ai pas vraiment envie de détacher tout ça et de séparer tout ça. Notamment, j'ai un jeu Nicky Larson City Hunter qui est complètement neuf comme ça. Donc je suis en train de me demander est-ce que j'en achèterais pas un deuxième juste pour pouvoir y jouer et garder celui que j'ai neuf. Donc un jeu Nicky Larson des années fin 80, début 90. Donc bien 35 ans. Je vais essayer de faire un peu plus de recherche sur cette collection de jeux là. Mais c'est très peu documenté, même sur le site de l'éditeur ou autre. Par rapport à d'autres, quand j'ai des clients qui viennent au café, j'ai d'autres collections de vieux jeux où souvent les clients vont dire ah ça je connais j'ai joué à ces jeux, je les avais quand j'étais enfant tout ça. Cette collection de jeux là, j'ai très peu de clients qui ont réagi comme ça, ou qui les reconnaissent dans la vitrine. Donc je me demande si ça n'a pas fait un flop en fait, ça s'est peu vendu ou donc c'était le numéro 8. On a ensuite le numéro 9 qui lui aussi est emballé, donc on va juste le regarder un petit peu comme ça. Donc God Majinga Me versus Tai. Donc versus VS en japonais ça se dit Tai. Donc Me Tai Lagonia. Lagonia ça fait un peu nom de pays. Pareil, ça c'est aussi un autre animé où je connais pas du tout. Donc beaucoup d'animés des années 80, 70 qui sont jamais vraiment sortis du Japon, donc qui sont très très spécifiques au pays. Hop,
Là, c'est un deuxième jeu que j'hésite aussi à acheter. Là, il y en a un autre, je sais que je peux le racheter facilement, je l'ai déjà vu passer plusieurs fois. J'hésite à le racheter juste pour qu'il puisse être jouable, pour qu'on puisse jouer avec. Ça, c'est un jeu de Jeanne et Serge, donc Atakayu. Donc, comme je disais avant dans l'introduction, Jeanne et Serge, c'est très peu connu au Japon. C'est pas du tout un manga ou un animé enfin, qui a marqué en fait les esprits. Le manga ou l'animé très connu de volleyball de cette période-là, ça s'appelle Attack Number One. Et donc, alors qu'en France, Atakayu, c'est quand même super connu. Donc celui-là, il est encore emballé. Et on voit encore une fois qu'on a un jeu qui est vraiment un jeu de volleyball prévu, donc un gameplay vraiment spécifique. Donc avec une roulette qui permet probablement de savoir comment on lance la balle. Et on voit qu'il y a un jeton balle qui ressemble au jeton de... Il y a aussi une structure qui se fait pour faire les services. Ouais, alors il y a beaucoup de jeux avec Turf. Il y a beaucoup de jeux avec Turf, j'en ai un ou deux, mais il y en a pas mal. Mais pareil, c'est quelque chose qui est assez collectionné comme licence. Là, on a clairement un truc qui est construit sur la carte pour pouvoir faire les services. Je me demande si on ne doit pas envoyer carrément est-ce que je vais réussir à avoir mon gros doigt dessus? Voilà. Si on ne doit pas envoyer carrément la balle dans le cas adverse. Ah ouais. Touch, il y a beaucoup, beaucoup de touch, je sais pas si c'est touch, je pense le son. Ouais, touch, je pense. Beaucoup, beaucoup de jeux, beaucoup de jeux. J'ai déjà vu passer au moins 3 ou 4 jeux sur cette licence-là. Et il y a d'autres jeux de baseball. En fait, le baseball, il y a un type de jeu joué japonais, comme nous on aurait un baby-foot. Il y a un jeu de baseball, en fait, jeu joué japonais de baseball, où en fait on envoie les balles et on doit y jouer le batteur. Il existe enfin, il existe plein, plein de versions différentes. On s'éloigne un peu du jeu de société pour aller plutôt vers du jouet, mais quelque chose de très populaire. Donc ça, c'était le numéro 10. Et donc là, on a encore un peu des listes derrière. Alors c'est rigolo parce que c'est le numéro 10, mais derrière, on a la liste de jeux que jusqu'au numéro 7. Ah, ton gamin, il est... Et derrière, on a le numéro 13. Donc on a toujours les mêmes logos. Par contre, la forme de boîte change. Donc là, on a une boîte avec un scratch, ce qui rend déjà le jeu qui se déchire beaucoup plus. On voit que le scratch était déjà beaucoup plus déchiré. Et là, on a un jeu sur Maytante Homes. Donc un autre dessin animé qui a été très connu, qui a très bien marché en France. Très bien, très bien exporté. Là, on a la boîte qui s'ouvre complètement. À l'intérieur, on reste dans le même matériel. C'est juste la boîte qui a changé. À nouveau, avec à l'arrière à l'arrière, on a une description des personnages. Donc Holmes, Watson, euh, c'est Madame Hudson, Madame Hudson, et le Baker Street 221B, office donc manga. On a le board. Là, on va s'approcher plus d'un Cluedo en type de gameplay. Donc, on a le départ de Holmes et de son compère. Et on a des checklists, en fait, c'est rigolo parce qu'ils ont fait 4 jetons donc pour les 4 joueurs. Et pour une fois, ils ont imprimé le personnage de façon différente sur chacun des joueurs. Là, c'est plutôt cool. Souvent, c'est la même illustration. Donc là, on a 4 illustrations différentes sur les différents joueurs. Donc là, on doit voir qu'on doit mener l'enquête et en fonction des cartes qu'on va récupérer,
on doit répondre. Donc on a le Moriarty, donc la cage de Moriarty. Donc on est vraiment très proche d'un Cluedo avec une boîte dans laquelle on va mettre la réponse de l'enquête. Donc les cartes qui vont être dedans, qui sait avec quel objet. Et en allant mener l'enquête dans les différents endroits, voir les différents objets avec les différents personnages, on va éliminer sur notre liste ce qui correspond pas, et le premier qui trouve ce qu'il y a dans la boîte gagne la partie. Donc vraiment très très proche d'un Cluedo. Avec un boîtier où on se déplace, avec des dés. Et donc voilà, ouais, donc c'est un dessin animé qui notamment est resté donc très connu parce que la première saison était réalisée par Miyazaki. Il était trouvable. Moi je l'avais en DVD il y a longtemps en France, toute la première saison. Et on retrouve vraiment le genre le style de Miyazaki sur la première saison avec que ce soit les courses-poursuites, les véhicules, les personnages, euh, les designs. On sent vraiment qu'il a été il a beaucoup bossé sur le dessus. Ça fait très Porco Rosso. Ceux qui ont vu Porco Rosso, l'animé a un côté très Porco Rosso en fait. Ah, le jeu a l'air super cool. Ça, c'est un des jeux que j'aimerais bien essayer de jouer, essayer de me faire. Ça n'a pas l'air non plus trop long à jouer. Et je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de trop de lecture de japonais en plus. Donc ça peut être un des jeux sympas à jouer dans le futur sur la chaîne. Et on va arriver au dernier jeu de cette collection. On va d'abord ranger Meitante Homes. Alors les nouvelles boîtes sont... Alors c'est à la fois plus classe, mais je trouve ça beaucoup moins pratique. Je suis aussi déçu de l'arrière en fait. Ils ont mis juste On a juste un peu d'informations, mais on n'a plus du tout d'informations sur tout ce que va être le jeu. Donc on passe de ça à ça. Je trouve ça oui, vraiment une baisse de value en fait. Ouais, je préfère largement en fait ces boîtes-là. Soit le fait qu'elles étaient se plier avec un retour en carton au lieu d'un scratch. Même l'intérieur en fait. Alors le carton par contre est beaucoup plus épais. J'ai l'impression qu'ils ont mis plus de thunes dans le carton, mais même pour faire le scratch tout ça. Donc je sais pas si c'était pour en mettre plein les yeux, avoir un côté un peu plus classe. Je sais pas. En tout cas moi ça me plaît moins. Je préférais la version où on pouvait voir un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière la boîte. Et puis pour le ranger, on est obligé de faire un peu gaffe pour pas, genre, pas vraiment replier le carton à différents endroits. Du coup, j'imagine que les enfants à l'époque devaient défoncer les boîtes très facilement. Et on va arriver au dernier que j'ai dans cette collection, mais pas le dernier sorti, parce que je sais qu'il y en a un sorti après. Moi, le dernier que j'ai dans ça, c'est le numéro 13. Donc le dernier que j'ai dans cette collection, c'est le numéro 15. C'est un jeu sur Doraemon. Alors Doraemon, c'est vraiment le style d'animé ou de personnage japonais ultra connu en Asie et au Japon, et pratiquement inconnu en France. Donc c'est un chat robot du futur qui donc vient pour aider ce petit personnage qui s'appelle Nobita dans la vie de tous les jours. Et il va sortir en fait de sa poche des inventions les plus folles. Donc plein d'inventions qui viennent du futur qui vont amener les enfants dans des aventures que ce soit ils vont pouvoir voyager dans le temps, ils vont pouvoir faire plein de choses différentes. Notamment, il y a mon invention favorite dans cette série qui s'appelle la Dokodemo d'or. C'est une porte qu'on ouvre et on peut ouvrir la porte sur n'importe où. C'est une porte qui s'ouvre sur n'importe où. Ce qui est super pratique. Et donc voilà, c'est
vraiment un des types d'animés. Alors il y en a quelques-uns, il y a Sazae-chan. Alors c'est souvent des animés ou des mangas qui sont très très typés culture japonaise. Mais celui-là, je pense qu'il aurait pu s'adapter en Europe. Doraemon, je comprends pas trop pourquoi ça a aussi peu marché en Europe par rapport à comment ça marche en Asie. Donc on a une description du chat là derrière. Donc c'est un chat robot du futur. Et on a le board, et donc c'est un... Donc parmi toutes les différentes inventions qu'il va utiliser, il y a une invention qui lui permet de voyager dans le temps. Donc dans ce jeu-là, on va voyager dans le temps. Donc on a différentes époques. Et malheureusement, c'est encore un des autres jeux que j'ai avec des dégâts d'élastique dessus. Donc il n'est pas du tout en état parfait celui-là. Pas mal de dégâts dessus. Mais on doit... le but étant de... On part de la chambre de Nobita, de vivre toute une aventure à travers le temps, et de revenir vers sa chambre. Donc comme la plupart des épisodes de Doraemon, où le personnage part dans une aventure avec la collection. Donc on a vraiment plein de dégâts en fait sur les cartes. Et on a tout un paquet de cartes qui sont les gadgets que va utiliser le Doraemon va sortir de sa poche. Donc c'est toujours et voilà, la fameuse Dokodemo d'or. Ça c'est la porte qui permet de voyager n'importe où dans le monde en fait. On ouvre la porte et elle ouvre sur n'importe où. Donc ça c'est le rêve. Ah, on a aussi ça aussi, c'est très connu dans la série. C'est le chapeau cocktail en fait. Pensez un peu au chapeau de euh, Inspecteur Gadget. On met ça et on peut s'en servir comme d'un hélicoptère. Et après on a des cartes d'aventure. Alors, les cartes d'aventure dépendent des époques. Donc là on a les différentes aventures qu'on peut avoir, ennemis qu'on peut avoir dans la préhistoire. On a ce qui peut se passer dans le futur. Et dans les pyramides égyptiennes avec la momie. Voilà, donc c'est le dernier jeu en fait de cette collection, donc qui s'appelle donc la Comic Pampan. Les jetons aussi, les jetons de joueurs. Alors les jetons de joueurs, on a un par enfant parce que chaque fois l'enfant principal c'est Nobita, mais il est accompagné d'autres enfants qui sont assez. Il accompagne avec un grand costaud, une fille. Donc on a Nobita, on a Jahan, c'est Shizuka-chan, la fille. Donc pareil, le jeton a pris super cher. Donc voilà, je répète, hein, n'attachez pas vos jetons avec des élastiques ou vos cartes. Ça fait beaucoup de dégâts. Mais ouais, ça c'est probablement celui que j'ai dans cette collection en plus mauvais état. Et probablement celui que j'aurai le plus de mal à retrouver à un prix, on va dire intéressant ou achetable. Parce que c'est Doraemon et que Doraemon au Japon c'est ultra connu, très collectionné. Et du coup je suis déjà content d'avoir réussi à choper une version. Et du coup c'est le numéro 15 de cette collection. Je sais qu'il y a un numéro 17 qui existe. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 11. Donc il m'en manquerait 6 de cette collection-là pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, ils sont durs à chercher parce qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de personnes qui les vendent sous le nom de cette collection en fait. Du coup, il faut les chercher nom de jeu par nom de jeu. En fait, ce que je peux trouver pour ce jeu qui pourrait améliorer, c'est trouver une version en fait du jeu en un état encore pire, qui me permettrait de remplacer en fait les cartes qui sont abîmées sur celui-là par des cartes en meilleur état. Ça, je l'ai fait très souvent. D'ailleurs, le jeu Zelda que j'ai montré précédemment, donc ce jeu Zelda là en fait, j'ai jamais trouvé de version, j'ai jamais acheté de version complète en fait. Une version complète de ce jeu-là, elle se vend souvent
dans un peu plus de 100 € en fait. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas encore atteint ces prix par jeu dans ma collection. Donc du coup, c'est un jeu que j'ai acheté en plusieurs fois. Donc on voit que déjà, il est bien, il a des dégâts ici. Et du coup, celui-là, il lui manquait 2 jetons de Triforce. Et quand j'ai récupéré un autre jeu en état beaucoup plus déplorable, où il y avait carrément même pas la boîte, j'ai récupéré les 2 jetons de Triforce pour compléter celui-là. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup en fait. Donc avec un peu de chance, je pourrais peut-être tomber sur une version du jeu Doraemon dans un état suffisamment mauvais pour que ce soit moins cher. Mais voilà, c'est en fait certaines licences, les jeux deviennent chers pas par rapport au jeu, mais par rapport à leur licence. C'est pareil pour le jeu Zelda. Il n'y a pas vraiment de spéculation pour l'instant sur les jeux de société. Et s'il vous plaît, ne commencez pas de spéculation sur les jeux de société. Laissez les gentils collectionneurs comme moi pouvoir les trouver à des prix abordables. Vous laissez-nous les collectionneurs se battre entre nous seulement. Mais voilà, donc ça c'est le dernier de la collection. Voilà, c'était tout un live sur cette collection de mangas qui s'appelle les Comics Pampan. Donc c'est fait par Epoch Game, donc Epoch Taisha, c'est un très société très connue de jouets de jouets de jeux de société au Japon. Et ma foi, c'était assez sympa comme j'ai aimé vous les montrer. J'espère que vous avez aimé les découvrir. Est-ce que on se ouais, la société existe encore, oui, c'est une très grosse boîte. Époque. Est-ce que j'ai des jeux actuels d'époque? Ça, c'est un jeu d'époque. Même boîte, donc c'est un jeu de Doraemon c'est des jeux qui sont très populaires. Il y a carrément en fait, on se déplace en train à travers le Japon et on doit récupérer des sous sur le chemin, faire des petits boulots, récupérer des souvenirs dans toutes les régions du Japon. Et donc ce jeu-là, en fait, de Doraemon, il y en a au moins une dizaine de versions différentes du même jeu de train, et donc c'est fait par Époque. Et ouais, donc ils font encore des jeux de société, mais principalement des jeux de société pour enfants. En fait, ils font peu de jeux de société, on va dire modernes, type Catan ou ce genre de jeu, ce jeu-là. En fait, les boîtes de jeux de société modernes au Japon sont des boîtes qui sont pas des boîtes qui existaient à ces époques-là. En fait, il y a très peu de boîtes qui faisaient des jeux, euh, on va dire plus simulation ou de jeux un peu plus développés ou modernes, adultes. Je saurais pas dire comment définir ça, mais on va dire moderne, on va dire post-Catan, qui faisaient des jeux avant et qui font des jeux de ce type-là maintenant. En fait, c'est plus des boîtes en fait qui faisaient des jouets et des jeux de société en même temps, qui ont continué à faire des jouets et des jeux de société.